Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Notre système de santé est malade. Il est même très malade, selon le docteur Martin Blachier, qui fait un diagnostic, j'allais dire, à la fois inquiétant et peut-être optimiste, parce que il révèle dans les 12 travaux d'Hippocrate, on rappelle que le serment d'Hippocrate est le serment que les médecins font de soigner leurs prochains selon des codes déontologiques très précis, les 12 travaux d'Hippocrate vers un nouveau contrat social. Alors Martin Blachier est-il le Montesquieu de notre système social français? Propose-t-il une solution? Voilà, en tout cas votre livre, votre ouvrage est gigantesque. On voit vraiment que notre système de santé, il est obsolète, périmé, fatigué, et pourtant il est composé par des gens formidables, par une passion, par une déontologie, du courage. On a des moyens, on a eu un système de santé tout à fait exemplaire, et là le tableau que vous faites, il n'est pas apocalyptique, mais enfin il est pas rassurant, et pourtant vous gardez l'espoir d'une solution, à condition qu'il y ait, et c'est souvent un thème qui est revenu dans cette émission, qu'il y ait du courage politique. Avant de commencer, de rentrer dans ce débat, juste une question d'actualité qui défraye la chronique: faut-il rembourser les jours d'arrêt de travail des personnes qui auront refusé de se vacciner contre la grippe? Je pense qu'on n'est pas du tout prêt en France pour appliquer ce genre de mesures. C'est quelque chose qui se fait beaucoup plus dans d'autres pays, notamment des pays comme l'Allemagne, où on essaie beaucoup plus de responsabiliser les gens. Je pense que c'est une question qui va falloir se poser à l'avenir, mais j'aurais tendance à penser que c'est un petit peu trop tôt. Mais oui, la responsabilisation des gens, c'est quelque chose qui va devoir être ouvert comme débat, en tout cas. Bon, vous ne vous dérobez pas dans le livre, vous ne vous dérobez pas là. Vous, personnellement, vous estimez qu'à un moment donné, d'une façon générale, sans rentrer dans le détail, on prend une décision, on l'assume? Absolument. Moi, je pense que la santé, il faut commencer à regarder ça comme on regarde plein d'autres sujets, et il faut responsabiliser comme dans plein d'autres secteurs. Voilà. Donc, les 12 travaux d'Hippocrate, vous prenez point par point, il y a 12 points très précis, avec des chapitres, des sous-chapitres, vous faites un décryptage d'une précision parfaite, avec une réflexion poussée. C'est l'expérience, il y a une passion médicale chez vous, vous dites que vous êtes fils de médecin vous-même, vous êtes né là-dedans, mais vous avez approché le monde médical avec un œil nouveau, avec du recul. Je me souviens que vous étiez au moment du Covid, un des premiers, non pas avoir fait au contraire, mais vous avez alerté sur peut-être certains dysfonctionnements ou certaines erreurs qui étaient en train de se mettre en place et qui ont été corrigées conformément à ce que vous disiez. Rappelez-nous juste brièvement, aujourd'hui, quelle est la conclusion sur le Covid? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a faites trop tôt, ou des mesures de confinement qui ont été un petit peu trop abusives, dont on aurait pu se passer? Je pense que le Covid nous a coûté extrêmement cher et qu'il aurait pu nous coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Je pense que beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui sont liés à des décisions pas forcément extrêmement bien calibrées au moment du Covid. Encore une fois, c'est toujours difficile de dire les choses après la bataille. Je pense que ils ont fait comme ils ont pu, mais ça aurait pu nous coûter beaucoup moins cher en tout cas. Bon, le premier sujet que vous abordez dans votre livre, et c'est normal, c'est l'hôpital. Alors oui, l'hôpital, vous le présentez, alors c'est un sanctuaire, c'est un lieu sacré. Vous dites que l'hôpital ne peut plus être tout pour tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va à l'hôpital dès qu'on a un malheur, dès qu'on a un problème de santé, dès qu'on a une angoisse, on pense que l'hôpital est un temple dans lequel on va résoudre le problème. Vous expliquez ça, ce n'est plus possible de continuer comme ça, parce que sinon la machine va se casser. L'hôpital, c'est 50% de la dépense de santé qui est totalement incontrôlable, et l'hôpital... On parle bien de l'hôpital public, Martin. Oui, mais même l'hôpital Paris, de façon générale, mais... l'hôpital, en fait, engloutit une grande partie des ressources de santé. Je ne suis pas persuadé qu'il soit l'avenir du système de santé, parce que l'avenir, je pense que c'est plus de prendre les gens moins à l'hôpital et plus à leur domicile, mais ça reste un temple et qui est maintenu coûte que coûte, pas forcément pour de bonnes raisons. Je dirais que les deux raisons principales, c'est déjà parce que c'est des employeurs, donc c'est-à-dire que les élus locaux font tout pour maintenir les hôpitaux dans les territoires, parce que ça représente finalement aussi de l'emploi, de l'activité économique. Il y a beaucoup de villes pour lesquelles c'est le premier pôle économique en fait de la ville. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il a une image finalement, une image qui est tout à fait bonne. Enfin, c'est quelque chose de très bien, mais il répond pas forcément en fait aux besoins de santé. Il est plus un espèce de totem qu'on veut préserver à tout prix, pas forcément pour les bonnes raisons. Vous utilisez une expression dans votre portrait de l'hôpital, un portrait sans concession, l'hospitalocentrisme, une citadelle où le soin obéit à la hiérarchie.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Disons que je pense que l'hôpital est resté figé. En fait, c'est des organisations qui sont restées figées dans 30-40 ans en arrière, parce que c'est la santé. On a estimé qu'il devait être imperméable à toutes les choses qui ont imprégné la société depuis 30 ou 40 ans, notamment la transparence, notamment la hiérarchie, notamment le type d'expertise qu'on met pour diriger ces organisations. Les gens qui dirigent les hôpitaux, les gens qui ont le pouvoir dans les hôpitaux, c'est absolument pas, ce sont des super experts, et c'est pas le cas dans les autres organisations. Je fais des parallèles, par exemple, avec des boîtes de la tech, avec des grandes entreprises. Si on mettait des grandes entreprises avec l'organisation telle qu'elle est faite à l'hôpital, ces grandes entreprises péricliteraient au bout de quelques temps, et effectivement les hôpitaux périclitent, mais simplement parce qu'ils sont, ils n'ont pas évolué. En fait, l'hôpital, c'est un monde qui est resté figé 30, 40, 50 ans en arrière, et il est temps en fait de le moderniser vraiment. Alors vous donnez des chiffres très précis, vous dites que 55% des entrées à l'hôpital le sont en urgence, et vous posez la question: combien sont-elles réellement en urgence ? Est-ce qu'on va pas finalement pour un moindre bobo, alors qu'il y a du grave qui est traité à la même échelle ? Oui, je cite un chiffre, je pense, qui est très intéressant, c'est qu'il y a 20 ans, le recrutement de l'hôpital, c'était 20 à 30% par les urgences. Aujourd'hui, c'est plus de 50%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'hôpital, notamment l'hôpital public, est devenu le dernier recours à des gens qui n'ont plus de solution. Les personnes âgées isolées. Les personnes âgées isolées. Les jeunes qui sont en crise de démence. Exactement, les gens qui sont en grande difficulté. Ou des parents dont le gamin à 38,5, vous dites allez hop, hôpital. Exactement. Donc en fait, c'est devenu un espèce de parapluie social de la société, et je pense qu'il faut un parapluie social de la société, mais est-ce qu'il faut que ce soit l'hôpital ? Et le problème, c'est que les gens qui sont à l'hôpital, ils ont bien conscience de ça. Et si on leur enlève cette fonction de parapluie social, du coup, ils n'auront plus les patients. Et de l'autre côté, s'ils ne sont plus qu'un parapluie social, ils perdent la notion de grande expertise. Donc je pense qu'il faut clarifier quelle est la mission de l'hôpital public. Est-ce que c'est finalement le parapluie social qui est à l'aval du système, qui récupère tout ce que le système n'a pas su capter auparavant, ou est-ce que c'est un lieu de haute technicité où on fait du très très bon soin ? Je pense que ça ne peut pas être les deux. Donc à un moment, il faut choisir ce qu'on fait, et on ne peut pas tout faire. Vous dites, je vous cite, page 28, « Or, ces super médecins experts de haut niveau devraient pouvoir se consacrer pleinement à leurs travaux de recherche pendant les périodes qu'ils ont décidé de dédier à leur activité. Durant ces phases, ils ne devraient pas être impliqués dans des décisions organisationnelles ou politiques de l'hôpital. Cela permettrait de garantir que chaque mission, recherche ou gestion hospitalière soit assumée par des professionnels véritablement engagés dans le rôle et non motivés par des objectifs de carrières indirectes. » Vous êtes en train de dire que les médecins font pas toujours, à un moment donné, le boulot pour lequel ils sont payés. Exactement, notamment à l'hôpital public, c'est-à-dire que c'est un système qui est construit pour que les meilleurs experts arrivent aux plus hautes fonctions hiérarchiques. Ça se voit nulle part ailleurs. Et donc en fait, c'est des gens qui vont cumuler tout un tas de fonctions, et finalement ils vont rien faire bien. Donc je pense que les gens qui doivent diriger les structures sont des gens dont c'est le métier, et les gens qui sont des super experts doivent être des super experts et ne doivent pas en permanence essayer de capter la responsabilité organisationnelle, tout en disant oh là là, je suis pollué par les responsabilités organisationnelles. Donc je pense que cette caste de médecins est en partie responsable de la désorganisation de l'hôpital public, dont il ne fait que crier et pleurer la disparition potentielle, étant donné les conditions financières. Et c'est le grand problème d'aujourd'hui. On dit que les effectifs d'un hôpital, il y a plus de 40 ou plus de 50% des personnels qui ne sont pas des personnels soignants, mais des personnels administratifs. Mais je pense que surtout ce qu'il faut dire sur l'hôpital, et notamment l'hôpital public, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne veulent plus aller y travailler. En fait, l'hôpital public ne meurt pas parce qu'il n'a pas d'argent, il meurt parce que les gens ne veulent plus aller y travailler. Parce que c'est un repoussoir, exactement. C'est un repoussoir parce qu'on n'a pas bien identifié la mission. Donc déjà, il y a un problème de sens. On ne sait plus quel est l'objectif et la mission de l'hôpital public. Et l'autre chose, c'est que simplement l'organisation, la façon dont ça fonctionne, c'est pas une entreprise moderne. C'est une vieille entreprise des années 50 avec un management à la française, et plus personne veut travailler dans ces organisations. Un chiffre. Aujourd'hui, à l'hôpital public, vous avez 25 à 30% d'embauches qui se font sur des médecins étrangers. Si vous allez dans les cliniques privées, c'est moins de 10%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les médecins français préfèrent aller travailler dans le public, dans le privé, que dans l'hôpital public. Et donc l'hôpital public est obligé de recruter ailleurs, ce qui prouve bien qu'il n'est pas du tout attractif. Donc il y a un problème d'attractivité. Quand on n'est pas attractif, quand on est une entreprise, on regarde la façon dont on fonctionne, on regarde si la mission qu'on fait est claire, et on fait un inventaire et on essaie de redevenir attractif. Ce qui n'est pas le cas en fait. Finalement, on préfère continuer de faire comme on faisait, en disant qu'il y a toujours des problèmes de fermeture de lits, toujours des problèmes de moyens. Or, je pense que le problème central, il n'est pas là. Vous restez avec nous, on est avec Martin Blachier, on est en train de faire un diagnostic tragique sur la santé française, mais il y a de l'espoir, on va y revenir. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. La santé française est en souffrance, le système hospitalier, le système médical, mais
ce n'est pas, enfin, c'est très grave. Mais le docteur Martin Blachier propose des solutions pour y remédier dans les 12 travaux d'Hippocrate. Si tu ne vas pas aux soins, le soin ira à toi. C'est un des titres de vos chapitres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Martin Blachier? Ce que je veux dire, c'est que je pense que l'avenir du soin, c'est le soin en dehors des murs. C'est-à-dire le soin à domicile. J'y crois énormément. Je pense qu'on devrait collectivement se poser cet objectif, c'est qu'il y ait au moins 30, 40, 50% du soin à 10 à 20 ans qui soit réalisé à domicile. Je pense que c'est faisable. C'est faisable avec les innovations technologiques qui existent. La plupart des traitements qui se donnaient à l'hôpital bientôt vont pouvoir se donner à domicile. Il va falloir que le corps médical, que le corps des professionnels de santé accepte de sortir en fait des murs de l'hôpital pour aller au domicile des gens. C'est tout un transfert, tout un pivot que doit faire le système. Et je rappelle que l'hôpital, c'est très mauvais pour la santé. La plupart des gens qui vont à l'hôpital sont des personnes âgées. Et on sait très bien que beaucoup de gens de cet âge-là perdent leur autonomie en allant à l'hôpital. Ils perdent des muscles, ils perdent des facultés cognitives. Donc il faudrait éviter à tout prix que ces gens aient besoin d'aller à l'hôpital. Ça devrait être un objectif de santé publique en soi. Donc ne n'y aller que pour des raisons avérées, avec un contexte médical déterminé qui fait qu'il n'y a pas d'autre solution que l'hôpital pour soigner la pathologie en question. Moi, je rêve que la technologie arrive à faire en sorte qu'on ait quasiment plus besoin d'hôpitaux, qu'on ait besoin de petits centres qui soient beaucoup plus proches de chez nous, donc décentralisés, et surtout qu'on puisse faire la majorité des choses à domicile. Alors vous dites, libérer le médecin pour mieux soigner. Vous divisez les médecins en deux catégories qui sont très belles d'ailleurs, les idéalistes et les pragmatiques. Les idéalistes, c'est ceux qui disent on est là pour sauver des vies, on est dans le serment d'Hippocrate, et puis vous avez des pragmatiques, les besogneux du terrain qui disent oui, mais en fait c'est au quotidien que ça se gère. Exactement. En fait, c'est deux manières de voir la médecine qui sont complètement différentes et que j'avais observé dès mes études de médecine. C'est-à-dire qu'il y a qui sont complémentaires. Et qui sont complètement complémentaires et qui, à mon avis, sont un schéma de ce que doit être l'avenir et ce que sera l'avenir de notre système de santé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font médecine pour, entre guillemets, prendre en charge la misère du monde. Et c'est très beau, c'est une très belle vocation. Dimension sociale. Je soigne le maximum de gens que je peux soigner en dormant 3-4 heures par nuit, et je ferai ça toute ma vie. C'est quasiment un sacerdoce, c'est quasiment une vocation spirituelle. Et ces gens-là, ils ont envie de travailler dans un système de santé qui ressemble à l'hôpital public, qui pour moi est sa vraie mission. Et d'ailleurs, l'hôpital public est né des hospices qui avaient été créés par l'Ancien Régime, qui étaient pour prendre en charge le maximum d'indigents qui avaient effectivement des maladies. Et puis après, il y a le groupe des gens qui sont juste des professionnels, eux qui veulent faire du soin de bonne qualité et qui veulent être payés pour pratiquer ce soin de bonne qualité. C'est le soin que vous et moi allons faire quand on a besoin de se faire une prothèse parce qu'on a l'articulation qui commence à être abîmée. C'est le soin qu'on va vouloir se faire prendre en charge notre diabète. C'est le soin quand on va vouloir se faire prendre en charge notre hypertension. En fait, c'est le soin qui est une consommation qui ressemble à la consommation de tous les jours. Et ce système de santé-là, il ne peut pas rester dans les fondamentaux, selon moi, de 1945, parce que le contexte ne le permet plus. Vous dites la logistique de planification est terriblement chronophage. Le fait de planifier, d'organiser, c'est ça qui pose un problème à un moment donné. En fait, la question c'est est-ce que tout a besoin d'être forcément planifié ? Moi, je suis pour que finalement il y ait une certaine libéralisation de la santé. Je suis pour que on ait collectivement un système de santé qui apporte réconfort et une prise en charge des maux de la vie. Voilà, un espèce de parachute, un parachute sanitaire. Et je suis pour le reste, qu'on puisse ouvrir en fait et libéraliser le monde de la santé, tout simplement parce que, en fait, les fondamentaux de 1945, c'était d'offrir deux choses à tous les Français. La première chose, c'était accès immédiat, le plus proche de chez vous, en le moins de temps possible, à un soin. Et la deuxième chose, c'est la gratuité. Et on est resté là-dedans. C'est-à-dire que tout ce que le politique propose dans le monde de la santé, c'est la gratuité et c'est l'accès immédiat illimité. C'est-à-dire que vous pouvez consommer autant que vous voulez. Sauf qu'aujourd'hui, la population vieillit, il y a de plus en plus d'innovations thérapeutiques et donc vous n'avez plus les sous pour le faire. Et donc quand vous n'avez plus les sous pour le faire, qu'est-ce que vous faites ? Vous dégradez la qualité de ce que vous proposez. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On garde nos fondamentaux de 45, on donne accès à tous sans limite et c'est gratuit, mais par contre, c'est de plus en plus du low cost. Et donc tous les Français ont accès à un soin qui est de plus en plus low cost, sauf qu'ils ne le savent pas, parce que s'il y a bien une chose qui n'est pas évaluée en France, c'est la qualité des soins. Sauf que comme les Français ne payent pas, ils ne s'en soucient pas. Mais je pense que de plus en plus de Français réalisent que finalement, ok, c'est gratuit,
Ok, il y a un accès limité, ils peuvent consommer, ils peuvent même gaspiller, mais honnêtement, la qualité de ce qu'on leur propose, c'est quand même de moins en moins bien. Et notamment quand ils voyagent à l'étranger, ils se rendent compte de la différence de quelque chose qui est moderne avec quelque chose qui est français et de plus en plus low cost. Accès aux soins, Martin Blachier, le plus proche de chez soi. Pourtant, nous avons le phénomène du désert médical, Maud. Ouais, vous évoquez les déserts médicaux. Selon un rapport du Sénat, entre 6 et 8 millions de Français vivent dans un territoire qualifié de désert médical. C'est énorme. Il existe des alternatives plus ou moins pérennes comme l'installation de boîtes médicales dans certaines communes qui permettent aux habitants de consulter des médecins à distance. Et un député avait proposé de contraindre les médecins de s'installer dans les déserts médicaux. Le gouvernement de l'époque s'y était opposé. Mais alors comment on lutte contre les déserts médicaux? Quelles sont les options? Déjà, on dit la vérité. Si vous allez vous vivre dans une zone qui est un désert médical, le soin que vous aurez sera jamais aussi bon que le soin que vous avez dans une ville où il y a une immense plateforme, où il y a une densité médicale qui est extrêmement importante. Le gouvernement, essentiellement pour des raisons de répondre à la demande des citoyens et des citoyennes, va proposer des solutions, mais ce seront toujours des solutions dégradées. Donc je pense que dire la vérité, c'est si vous avez un vrai problème de santé, vous serez toujours mieux pris en charge dans une métropole, dans une grande ville, que dans un désert médical. Après qu'on essaye de mettre des rustines pour faire en sorte que les gens aient un accès, pourquoi pas, mais un accès à quoi ? C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va dire, c'est qu'on va mettre, j'ai vu des espèces de pôles où il y aura une infirmière qui pourra vous recevoir. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que quand vous êtes malade, ce que vous voulez, c'est avoir de la qualité, ou ce que vous voulez, c'est avoir accès quoi qu'il arrive? La question, c'est pas combien de minutes de voiture je mets pour y aller. La question, c'est qui je vais voir. Est-ce qu'il est bon? Et en fait, on essaie de faire croire aux Français, parce que c'est gratuit et parce qu'on donne l'accès, que tout se vaut, mais rien n'est moins vrai. Imaginez que quand on va au restaurant, on va passer une demi-heure à essayer de savoir combien d'étoiles a le restaurant, qui va nous le conseiller. Quand on va en vacances, on va poser la question à tout le monde de savoir. On va lire des guides, on va regarder. Des sites, enfin voilà, il y a de l'information. Quand vous êtes malade, vous ne vous posez aucune question. Vous allez aller au point de santé le plus proche de chez vous, vous allez recevoir un soin et vous ne savez même pas la qualité du soin que vous avez. Pourquoi? Parce qu'on vous donne même pas l'information. Quand vous allez prendre un rendez-vous sur Doctolib, on ne vous autorise même pas à savoir la qualité du médecin. C'est-à-dire que vous devez choisir votre médecin au hasard, vous ne savez même pas si le médecin il est bon. Et donc là, à vous entendre, il n'y a aucune solution. On vit dans un désert médical, dans un village de 300 habitants. L'hôpital le plus proche, qui n'est pas terrible en plus, et je parle en connaissance de cause, à 25 minutes, vous y allez... parce que vous n'avez pas le choix. Dans Lyon, hein. Dans Lyon. On ne donnera pas le nom de cet hôpital. Mais donc là, vous dites aux gens... Moi, je donne toujours les conseils aux gens. Je donne les conseils comme si je donnais un conseil aux gens de ma famille. Si j'avais quelqu'un qui vivait dans un désert médical et qui était malade, je lui dirais pas « cherche à aller au plus près ». C'est un problème qui est rien autour de toi. Je dirais « vas-tu pouvoir avoir la meilleure prise en charge ?» Et si je sais que le meilleur médecin, il est à 300 km dans une ville, je lui dirais, vas-y, je prendrai un appartement pour qu'il puisse avoir accès. Parce que c'est tellement important qu'il faut le faire. Et c'est ce que je conseille à ma famille. J'ai eu des histoires autour de moi de gens qui sont allés à l'hôpital près de chez eux, mais il valait mieux ne rien faire. Valait mieux ne rien faire qu'y aller. Donc la stratégie politique qui est la gratuité et l'accès le plus proche de chez vous, c'est une promesse qui ne vaut rien, qui ne sert à rien. Il ne faut pas aller dans cette direction. Ce que je fais, c'est que je commence par faire de la transparence. Comment vous faites savoir? C'est terrible ce que vous dites. En même temps, effectivement, on a envie de savoir. Mais vous savez, j'ai étudié sur certaines pathologies. Vous avez des centres médicaux où la survie, quand vous êtes prise en charge d'un centre vers l'autre, c'est x8. Oui. En termes d'années de survie. C'est pour vous dire la différence qu'il y a entre un centre et un autre. Donc la question qu'on doit se poser quand on est un patient, la famille d'un patient... Vous êtes en train de me dire qu'il y a des endroits qu'il faut peut-être éviter. Il y a des endroits qu'il faut clairement éviter. Et la question qu'il faut se poser, c'est pas combien de kilomètres de voiture je vais avoir à faire, c'est quel professionnel je vais voir. Parce que ce qui est en train de se passer dans les hautes sphères du système de santé français, c'est comme on ne peut plus payer, il n'y a plus d'argent, on ne fait que dégrader la qualité. De la délégation de tâches, ça reste quand même une baisse de qualité. Stopper l'innovation en disant « Ah, il y a de l'innovation médicale, de toute façon, on n'a plus les moyens de la payer, elle ne sert à rien. » Ça, c'est de la baisse de qualité. Geler les rémunérations des médecins, faire des consultations de généralistes à 30 €, c'est baisser la qualité. Parce qu'évidemment qu'un généraliste, quand il va devoir faire 20 consultations dans sa demi-journée, il va baisser sa qualité. En fait, la qualité... c'est le facteur d'ajustement du système de Français qui ne peut plus payer. Donc on va avoir un système de santé de moins en moins bon parce qu'on n'a plus l'argent et qu'on veut continuer. Ces deux fondamentaux, je répète, de 1945, c'est accès près de chez vous tout de suite et la gratuité. Et la gratuité, ça permet que les gens ne râlent pas. Imaginez-vous que quand vous consommez n'importe quoi et que vous n'êtes pas satisfait, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous retourner contre la personne qui... En France, c'est pas le cas. C'est-à-dire que les gens, ils ont le système de santé, ils sont pas contents,
eh ben, ils ne se retournent même pas contre le système. Ils ne se retournent même pas vers leur assureur, qui est l'assurance maladie. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un de votre famille qui clairement n'a pas été bien pris en charge, vous n'avez même pas le réflexe de revenir vers votre assureur qui vous prélève une grosse partie de votre salaire tous les mois pour dire mais ça va pas. Je paye tous les mois tant de pourcents de mon salaire et c'est ça que vous me proposez. Non, parce que c'est gratuit et parce qu'on vous met dans la tête que tout se vaut. Nous sommes avec le docteur Martin Blachier. On est en train de prendre la température du système de santé français. On n'est pas loin des 41, voire 41,5. Mais vous restez avec nous. Vous nous appelez au 0826 300 300. 0826 300 300 si vous avez un témoignage ou si vous avez envie de poser une question au docteur Blachier. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Dans tous ses états. Nous sommes avec Martin Blachier et on fait un diagnostic sans concession, mais en même temps précis et courageux du système de santé française. Vous dites, docteur, repensez le contrat entre les Français et leur assureur santé. La santé de demain ne sera ni gratuite, ni centralisée, ni verticale. Elle sera fluide, choisie, partagée et assumée. À savoir. Absolument. Je pense que finalement le système de santé va se rapprocher de plein d'autres secteurs économiques. J'ai pas honte de dire que c'est un secteur économique. C'est 12% du PIB, donc ça reste un secteur économique. Ça joue sur notre qualité de vie. On est des consommateurs de soins comme on est des consommateurs d'autres choses. Et des fois, on est moins regardant en tant que consommateur de soins d'ailleurs qu'on consomme d'autres types de choses. Mais elle ne pourra pas être figée comme elle l'est aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il va falloir payer. C'est-à-dire que moi, je pense que les dépenses de santé vont continuer d'augmenter. C'est parallèle à la condition humaine. Si vous regardez où les grands financiers investissent, ils investissent dans les technologies, dans la santé, dans l'énergie. Donc s'il y a énormément de centaines de milliards d'euros qui sont mis pour développer des innovations médicales, c'est parce que les gens, ils en ont envie, et donc on ne pourra pas simplement dire l'assurance maladie peut plus payer. Oui, donc la collectivité ne pourra plus assumer la totalité du coût gigantesque que cela va représenter. Impossible, parce que c'est insoutenable, et de toute façon, il n'y a plus d'argent. Mais par contre, on ne va pas arrêter aux frontières françaises le progrès médical. Donc le progrès médical, on va devoir le laisser rentrer. Et après, va se poser la question du financement. Vous savez, quand vous êtes un médecin et que vous recevez un patient, la question, c'est pas qu'est-ce que la France peut payer à ce patient, c'est quelle est la meilleure solution thérapeutique pour le patient. Après, ce que la sécurité sociale paye ou ce qu'elle paye pas, c'est une autre question. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas raisonné comme ça. C'est-à-dire, soit la sécurité sociale peut payer et je le propose au patient, soit elle peut pas le payer et circuler, il n'y a rien à voir, ça n'existe pas. Ça ne pourra pas durer parce que l'information, au bout d'un moment, elle va circuler. Une seule voie douloureuse, distinguer ce qui relève du socle commun, garanti par l'assurance de maladie, de ce qui pourra relever d'une prévoyance personnelle ou d'assurance complémentaire. Non pour renoncer à la solidarité, mais pour au contraire la préserver là où elle est indispensable. Vous êtes en train de dire, si on ne reprend pas ces mesures, on perdra le sens collectif de la santé publique. Exactement. La sécurité sociale, en tout cas l'assurance maladie, doit choisir ce qu'elle veut faire. Elle ne peut plus tout faire. Il faut qu'elle l'assume. Il faut qu'elle arrête de faire des ajustements qui, comme on l'a dit juste avant, ne font que dégrader la qualité du soin et dégoûter aussi les médecins de faire ce métier. Est-ce que les médecins, ils sont dégoûtés de faire du soin de moins en moins bonne qualité, de faire moins bien qu'ailleurs, et ils vont pas l'accepter encore longtemps. Donc qu'est-ce que fait la sécurité sociale? Qu'est-ce qu'elle propose? Et oui, elle propose pas 100% de ce qui existe. Et du coup, qu'est-ce qui prend en charge tout ce que la sécurité sociale ne prend pas en charge? Nous sommes avec Karine qui nous appelle de Rodez. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Messieurs. Est-ce que vous êtes inquiète par l'évolution ou la régression de notre système de santé? Eh bien, écoutez, j'exerce un métier de santé. Je suis diplômée de Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Et j'ai décidé en 2015, après certains événements, de quitter et de partir en ruralité. Donc, ce que je voudrais dire à votre invité, qui est pour compenser le désert médical ou pas par une disposition personnelle? Pardon? Vous l'avez fait, vous allez en ruralité pour justement pallier à ce qu'on appelle le désert médical ou parce que vous aviez un projet personnel? En fait, les deux. En fait, moi, je suis venue très très confiante, avec un bagage, avec un cursus infirmière, et puis j'ai un autre bagage en santé, j'ai passé d'autres concours, et je suis arrivée très confiante en me disant, super, je vais travailler sur un lieu qui est aussi un lieu de vacances, donc ça va être super et tout. Moi qui suis très peu partie en vacances, et j'ai dit, ok, allez, bingo, banco, on y va. Résultat des courses? Pardon? Résultat des courses? Une horreur, une catastrophe. Aïe. Une catastrophe. Pourquoi? Là,
ça serait trop long à développer, monsieur, et en tout cas... En gros, dysfonctionnement du système, inadapté. Monsieur, c'est plus compliqué que ça. Il faut savoir qu'en France, donc, une fois qu'on a vécu en Ile-de-France, où j'ai passé plus de 40 années de ma vie, d'accord ? Quand vous quittez l'Ile-de-France, moi, je ne le pensais pas une seconde, et je suis arrivée dans cette ruralité. Rapidement, j'ai commencé à observer les comportements, etc. Donc déjà, ça commence là. Le rapport aux soins. Déjà, le monde de la ville n'est pas tout à fait celle qui est concernée par mon habitat. Je me protège. D'accord. Parce que je connais l'élu politique du secteur. Voilà. Donc j'ai eu affaire à lui et il n'est pas recommandable. Donc, oui, mais bien évidemment. Alors, la ruralité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est un désert médical, mais c'est un désert aussi humain. D'accord, on a une densité c'est ce que Dr Blachier, c'est ce que Martin Blachier signale. Voilà. Non, mais merci à lui. Là, je voudrais dire que je souscris à 100% de tout ce qu'a dit ce monsieur-là. Depuis que j'ai écouté il y a 5 minutes, je souscris à 100%. C'est pour ça que je vous appelle, parce que je me dis, enfin, il y a quelqu'un qui ose dire les choses. Parce qu'il ne faut pas les dire, les choses. D'accord? Donc, ce matin, sur une des radios concurrentes, il y avait un sujet qui était traité, c'était l'AVC. Est-ce que je peux nommer la radio ou pas? Moi, je l'ai prise au hasard. Oui, bien sûr. J'ai tendu l'oreille parce que ça fait partie de mon métier, de savoir ce qui se passe. Ce sont des confrères. Voilà. Et puis moi, dans mon métier, j'écoute ce qui se passe. Je me dis, tiens, il y a quelque chose de nouveau. Ils expliquaient un autre facteur d'AVC, etc. Et là, ils ont très clairement dit que faire un AVC... Il y avait un monsieur qui témoignait qui s'appelait François. Il disait, j'ai fait un AVC, j'ai été très, très, très bien pris en charge. Ils l'ont présenté en disant qu'il habitait le Lot. Non, il a été pris en charge par les pompiers de Paris. Il est allé à Saint-Arme. Oui, donc là, il va très bien, le monsieur. D'accord. Il est pris en charge ici en Occitanie, dans certains départements. Je ne veux pas me faire fustiger, mais il est pris en charge dans certains départements. Moi, j'ai compris très très vite. En fait, il va manger, le monsieur. Il va ressortir peut-être sur ses jambes. On va lui donner à manger, c'est bien. C'est l'objectif. C'est pas plus loin. Donc moi, je suis formée à Paris, et à Paris, c'est d'autres objectifs. Voilà. Mais faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Et moi, quand je travaille ici, ce que j'essaie de proposer, c'est ce qu'on m'a enseigné, ce que j'ai appris, ce que j'ai travaillé. Non, mais on vous a entendu, on vous a entendu, Karine. Réaction de Martin Blachier. Non, mais c'est exactement ça. Et moi, je suis content que des gens le constatent. En fait, je pense que le jour où les gens se rendront compte, effectivement, que la qualité de ce qu'on leur propose se dégrade, ils seront prêts pour changer le système de santé. En fait, les gens qui prennent les décisions pour le système de santé, ils n'osent pas aller de l'avant parce qu'ils pensent que la population française n'est pas prête. Mais je pense qu'on n'est pas bête. Je pense qu'on se rend compte qu'effectivement c'est gratuit, qu'effectivement on se bat pour qu'on ait un accès, mais que c'est pas satisfaisant, que ce à quoi on nous donne accès n'est pas satisfaisant. Donc on est prêt pour aller vers notre système qui est assumé. On ne peut plus payer. Payons simplement pour certaines choses. On est sûr de pouvoir le faire à peu près bien. Et puis le reste, dans ce cas-là, on invente un nouveau système, comme ça se fait dans tous les autres pays du monde. Où on a accepté le fait que collectivement, on ne pouvait pas prendre en charge 100% de tout parce que le progrès médical va trop vite et qu'on l'arrêtera pas aux frontières de la France en considérant que l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis considèrent que c'est le meilleur traitement, la meilleure prise en charge, mais que nous, Français, parce qu'on peut pas payer, on dit que ça sert à rien, que c'est du superflu. Diagnostic du réel. Nous sommes en ligne avec Philippe qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. J'ai une petite précision aussi, c'est sur le fait de dire que la santé est gratuite. Je propose à tout le monde de regarder son bulletin de salaire et de regarder si la santé est réellement gratuite. Moi, je t'ai suivi à Pellegrin en rhumatologie, c'est une véritable catastrophe. À tel point que tout le monde a été viré puisque le service a été dédié aux anti-TNF uniquement. Donc tout le monde a été dirigés vers les médecins de ville en rhumatologie qui font des dépassements qui sont une véritable honte. Donc dire que la médecine est gratuite, c'est un pur mensonge. Alors pourquoi est-ce qu'on ment sur ce point-là? Je me pose la question. Ensuite, il y a une chose qu'il faut dire aussi. Certes, il y a une dégradation, mais il y a, comment dirais-je, les médecins ne sont pas à la hauteur. Certains. Et je vois une dégradation sur la qualité. Non. C'est énorme. C'est énorme. Des médecins qui sont presque que des fonctionnaires alors qu'ils sont en libéral et qui ne font quasiment rien. C'est une véritable honte. Ils ne méritent pas leur salaire. Et ça, surtout, il ne faut pas le dire, on ne sait jamais, parce que si on a fait un médecin, on
on ne dit rien. Et ça aussi, c'est une omerta qu'il faut arrêter parce que personne ne veut soulever le lièvre. Martin Blachier. Mais là où je suis d'accord, c'est que c'est quand même incroyable que sur la santé, on ne puisse pas savoir quelle est la qualité du professionnel ou même de la structure de soins qu'on va consulter. Quel paramètre de note peut-on produire et communiquer au public pour savoir quelle est la qualité et la compétence d'un médecin ? Ça existe partout dans le monde. Il y a plein d'indicateurs qui permettent de savoir si un médecin fait bien ou si un médecin fait pas bien. Il suffit de suivre les malades qu'il prend en charge et de voir ce qui arrive après la prise en charge. Ça a toujours existé, vous me direz. La réputation du bon médecin et du mauvais médecin. Oui, mais la réputation c'est bien, mais les chiffres c'est mieux. Et pourquoi partout dans le monde, ils mettent en place des programmes où pour chaque médecin, on peut savoir ce qu'il vaut, ce qu'il a fait, quels sont ses résultats, et qu'en France, effectivement, c'est une omerta. C'est une omerta pourquoi ? Parce qu'on aurait trop peur de ce que ça produirait sur la société, que les gens se rendent compte du niveau de la santé auquel ils ont accès. Et on préfère dire tout le monde se vaut. Ne vous plaignez pas parce que c'est gratuit. Ne vous plaignez pas parce qu'on va vous donner accès à n'importe quoi. Juste, il faut que ce soit proche de chez vous et que vous ayez l'impression que quelqu'un va s'occuper de vous. En fait, cette information fait trop peur. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de rajouter, on laisse le couvercle sur la cocotte minute. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de rajouter au désert médical la surabondance de réservations, si je peux m'exprimer ainsi, de demandes de rendez-vous pour le bon médecin, et celui qui n'a pas la qualification requise se retrouve avec personne. Et du coup, comment ça marche ? Ça marche que moi, ma famille, elle peut consulter des bons médecins parce que j'ai un réseau. Et en plus, elle peut les consulter gratuitement parce que la collectivité paye. Et les gens qui n'ont pas de médecin dans leur famille, ils consultent n'importe qui. Et parfois, c'est bien pire que si jamais rien n'avait été fait. Il n'y a rien de pire que l'obscurité sur quelque chose d'aussi important. Vous ne pouvez pas vouloir regarder, je le redis, les notes d'un restaurant ou les notes d'un centre de vacances dans lequel vous allez et ne même pas avoir l'information pour le médecin. Sur deux mensonges. Un, c'est tous les médecins se valent, ils ont tous la même qualité. Il n'y a pas plus hétérogène que la qualité des médecins et des centres de santé que vous allez pouvoir solliciter. Et la deuxième chose, c'est que c'est gratuit. Car effectivement, c'est pas gratuit. Je rappelle qu'on est le 3e pays au monde en termes de dépenses de santé. Donc non seulement on paye extrêmement cher, et en plus la qualité n'est pas bonne. Je rappelle qu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré que ne serait-ce que d'évaluer la qualité des médecins et de communiquer la qualité des médecins, ne serait-ce que uniquement aux médecins entre eux, ça augmente les médecins, la qualité du soin qu'ils vont proposer, parce qu'en fait, ils vont essayer d'être meilleurs que les voisins. Donc là, en fait, on est en train de faire un système qui nivelle par le bas, tout simplement pour rester fidèle, je rappelle, aux deux fondamentaux, gratuité et accès, alors qu'on n'en a plus les moyens dans l'offre de santé qui est celle d'aujourd'hui. Faut-il noter les médecins selon leurs compétences et leurs connaissances ? On en discute avec Martin Blachier. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. La France dans tous ses états. Nous sommes avec le docteur Martin Blachier, auteur des 12 travaux d'Hippocrate vers un nouveau contrat social, qui nous fait un tableau pas encourageant de l'hôpital dans la situation actuelle, mais qui dit qu'il y a des solutions. Il en propose 12 pour chaque mot repéré, à condition qu'il y ait du courage politique et la volonté de la profession d'y aboutir. Nous sommes en ligne avec Dominique qui nous appelle de Rochefort. Bonjour Dominique. Bonjour Pertigo, bonjour docteur Martin Blachier. Bon, je vous appelle parce que vous avez un auditeur qui a parlé de ça tout à l'heure, que la santé n'est pas gratuite, effectivement. Moi j'ai fait mon calcul entre CRDS, CSG, parce que je suis à la retraite avec ma femme, et les cotisations mutuelles. Je paye par an 100 300 €. Mais je ne compte pas aussi les montants taxes indirectes qu'il y a sur l'alcool. Le tabac, je ne fume pas, mais ça existe aussi. Parce que les assurances pour la sécurité automobile aussi prélèvent auprès des assurés et qui doivent reverser à l'État. Toutes ces taxes, d'ailleurs, ne sont pas reversées à l'État puisque l'État s'en sert pour combler d'autres déficits, alors que la sécurité sociale pourrait être bien mieux équilibrée si tout ça était déjà reversé à la sécurité sociale. C'est pas moi qui le dis, c'est contribuables associés et d'autres expertises aussi le disent. Donc, moi je dis ça parce que je suis assez d'accord avec ce que dit Martin Blachier. Je n'ai pas toujours été dans le passé, mais là je suis assez d'accord. Par contre, il faut arrêter de dire que c'est gratuit. Ça a toujours été payant, et je suis d'accord aussi avec lui pour dire qu'il faut que les gens soient exigeants. Moi, j'étais exigeant avec les médecins. Quand on est arrivé il y a 10 ans sur Rochefort, on a changé 4 fois de médecin pour trouver le bon. Parce qu'on ne trouvait pas de gens qui nous donnent des bons diagnostics avec un éclairage sur les traitements, vous savez, le consentement éclairé, etc. Donc, je suis d'accord, mais il ne faut pas dire que c'est gratuit. Ça nous coûte très cher à chaque Français.
Dominique, le docteur Blachier vous répond? Je suis entièrement d'accord. Exigeant, c'est le bon terme. Il faut être plus exigeant sur la qualité du soin qui nous est donné, parce qu'effectivement, c'est loin d'être gratuit. J'ai dit que la France était le 3e pays au monde qui dépensait le plus pour sa santé. Donc c'est loin d'être gratuit. C'est gratuit dans la façon de consommer, mais c'est pas gratuit d'un point de vue collectif, bien évidemment. Alors, Martin Blachier, vous envisagez l'avenir au-delà de vos 12 séries de réponses, de propositions aux maux du système de santé. Vous croyez beaucoup dans l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ChatGPT pourra vous soigner de la grippe? Ça, c'est autre chose. Mais vous pensez que cette nouvelle technologie, ce progrès de l'intelligence artificielle pourra pallier à certaines carences de notre système de santé? Alors, déjà, la France a la magie de toujours vouloir trouver des solutions miracles. La solution miracle d'Emmanuel Macron pour le système de santé, ça s'appelait la prévention. Donc on allait faire de la prévention et ça allait guérir le système de santé aussi, de tous ces maux. Donc l'idée, c'était très simple, c'était un concept marketing qui était extrêmement fort, c'était de dire on va empêcher que les maladies arrivent, comme ça on n'aura plus besoin de payer pour les soigner. C'est assez simple, sauf qu'il n'y a rien de moins juste que ça, c'est totalement faux. C'est pas parce que vous allez faire un petit peu de prévention que vous allez ne plus avoir besoin de soigner les gens. Il n'y a aucune étude qui montre ça. Vous agissez strictement à la marge. Ce qui joue sur les dépenses de santé, c'est le progrès médical, c'est la capacité de faire vivre les gens plus longtemps et à chaque fois qu'ils ont une maladie par l'usure de leur corps, d'y apporter une solution appropriée. Donc évidemment, la prévention ne va rien changer. La nouvelle solution miracle, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est bon, on est sauvé. On n'aura plus de problème avec la Sécu puisque l'intelligence artificielle va remplacer les médecins. Je vais vous donner une anecdote assez drôle. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit « Mais Martin, tu te rends pas compte, l'IA, c'est énorme. Demain, si tu as une opération du cœur à te faire, opération à cœur ouvert, est-ce que tu choisiras un bon chirurgien? Est-ce que tu choisiras l'intelligence artificielle ?» J'ai dit « Je choisirai rien du tout parce que j'aurais jamais à me poser cette question. En fait, je vais confier mon cœur à une équipe de professionnels. Si pour certaines tâches, ils ont envie d'utiliser l'IA, tant mieux pour eux, mais c'est pas moi qui vais décider si j'utilise l'IA ou pas. Et donc en fait, c'est exactement ça. Je pense que l'IA va être totalement transparente pour les patients. Donc ça ne résoudra aucun problème particulier. Ça va améliorer la technique sur certains micro-bouts de la médecine, mais l'idée que c'est l'intelligence artificielle qui va remplacer le docteur. Alors là, je peux vous dire que la décote de qualité, c'est encore bien supérieur à la décote qualité que je vous prescrivais avant. Donc en fait, l'IA n'est pas une solution miracle. Et une fois de plus, j'aimerais qu'on ne perde pas 15 à 20 ans sur l'évolution de notre système de santé parce qu'on croit que l'IA va nous sortir de la mauvaise passe dans laquelle on est. Pour autant, sur la prévention, il est sûr qu'il faut adopter une hygiène de vie, notamment sur le plan environnemental, sur le plan alimentaire. Ça peut aider, ce n'est pas une solution. Non, mais introduire une éthique de comportement de vie dans notre consommation pourrait déjà aider à réduire certaines maladies. Il faut une éthique et surtout qu'il faut que le gouvernement légifère sur des sujets qui sont extrêmement toxiques pour la population. Le fast-food avec le Nutri-Score, il faudrait quand même en faire avancer. Bien sûr, le sujet des réseaux sociaux sur la santé mentale des gens, c'est un vrai problème. Évidemment, donc vous croyez au Nutri-Score? Il y a une polémique avec la mise en place. Je crois à fond au Nutri-Score. Moi, je crois à la régulation. La prévention, ça n'a pas besoin de coûter de l'argent. Ça coûte du courage politique. Donc, il faut arrêter de dire on va mettre des sous sur la prévention, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être courageux et empêcher les toxiques modernes de polluer la santé des gens. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un sujet politique. Pour ce qui est du soin, que je connais bien, qui est un autre sujet, il faut payer, ça va coûter de plus en plus cher et c'est pas la prévention qui réglera le problème, pas plus que l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut, c'est avoir le courage de dire collectivement, on paye une partie de la santé. Et tout ce qui n'est pas payable par la collectivité parce que ça coûte trop cher et qu'on n'a plus d'argent, ça doit être payé par des assureurs privés, ça doit être payé par les gens. Il faut dire la vérité, il faut mettre en place des nouveaux moyens de financer ce qui ne sera pas financé par la collectivité. Sinon on va dans le mur ou non? Sinon, on va si on ne change rien dans la situation actuelle. Sinon, on va rejoindre des niveaux de santé qui vont être des niveaux de pays sous-développés. Oui. C'est la réalité. Et on va avoir même des médecins qui vont partir. Si vous êtes médecin, vous savez, avant, les médecins, c'était quand même les meilleurs étudiants. Si demain, le choix, c'est d'aller dans un hôpital et de rien pouvoir faire parce qu'il n'y a plus d'argent et que dès qu'il y a quelque chose qui sort, de toute façon, vous n'y aurez pas accès parce qu'il n'y a plus de sous et qu'on considère que c'est pas essentiel, vous allez aller faire votre métier ailleurs. Les meilleurs médecins vont partir et on va perdre l'excellence médicale française. Et en plus, les Français les plus riches iront se faire soigner à l'étranger ou dans des micro-poches de qualité qui seront complètement déconventionnés du système d'assurance maladie. L'avenir tel qu'il est du système d'assurance maladie, c'est la santé ultra low cost de mauvaise qualité. Donc on aura un truc juste à côté de chez nous, mais il vaudra mieux pas y aller. En rédigeant votre livre, vous avez forcément rencontré des responsables politiques ou même des professionnels qui admettent qu'il y a une réforme importante à mettre en place telle que vous la
convenez ou il ne se mouille pas beaucoup? Tous les médecins sont ultra ambivalents. Parce que d'un côté, le système est relativement confortable, parce qu'il assure quelque part un bon niveau de vie, mais par contre, dans la pratique de leur métier, ils disent mais c'est de la folie. C'est de la folie parce qu'on m'encourage pas à faire de la qualité, on m'encourage à faire de la merde. Et ils en ont marre. Et donc en fait, il y a une certaine partie qui va au début participer en fait à cette espèce de contrat un peu caché, mais au bout d'un moment, il va lui-même être dégoûté par sa propre pratique. Et le corps médical et le corps tous les professionnels de santé sont coincés en fait dans cette ambivalence entre le système quand même, il est pas si mauvais pour moi, mais d'un autre côté, je me dégoûte au bout d'un moment parce que je me rends compte que je vais pas dans la bonne direction et je propose pas quelque chose qui est bien pour les gens. Et du côté de la classe politique, vous avez rencontré des hommes politiques, des élus qui sont sensibles à votre discours, vous en avez discuté forcément. Non, mais la classe politique, elle pense pas à ça. La classe politique, elle va sur l'accès, elle va sur les déserts médicaux et la gratuité. Ce qui paye au niveau, quand vous restez extrêmement simple et que vous expliquez pas aux gens, c'est les 3 messages qui payent, ils y vont et ils vont pas plus loin. Bon, donc nous recommandons à tous les élus, aux sénateurs, aux députés, aux membres du gouvernement futurs, passés, au président de la République passé et à venir, où qu'il se trouve, de lire les 12 travaux d'Hippocrate vers un nouveau contrat social. Martin Blachier, est-ce que vous avez prévu de les rencontrer? Est-ce que vous avez des réunions prévues? Est-ce que déjà, à la suite de la sortie de votre livre, vous avez quelques contacts de responsables qui sont prêts à écouter vos 12 propos? Il y a 12 constats tragiques et vous avez 12 propositions en face à chaque fois. Moi, je serais ravi de parler avec qui que ce soit de ce sujet. Je pense qu'il faut vraiment bouger et je pense qu'il est urgent de bouger, de dire la vérité, d'être transparent avec les gens et de rétablir la confiance et la motivation des soignants parce que là, effectivement, le système, il est complètement enlisé. On garde bon espoir. Bon, là, nous allons retrouver Brigitte Lahaye, on va parler d'autre chose, mais malgré tout, c'est une émission qui soigne, c'est une émission parce que vous parlez du bien-être à un moment donné, docteur Blachier, en disant le bien-être est une thérapie, bien sûr. Je trouve qu'il n'y a rien de plus toxique en ce moment que l'opposition entre le monde du bien-être et le monde médical. Je pense que le monde médical aurait beaucoup à s'inspirer du monde du bien-être et je rappelle un chiffre, le marché du bien-être c'est 6 fois le marché de la santé, donc c'est très important. Brigitte Lahaye, quelle est votre ordonnance du jour? Alors c'est le rôle de victime. Quand est-ce qu'on se met dans un rôle de victime sans être victime, ou est-ce que parce que finalement on entend beaucoup une société victimaire, alors on va parler de tout ça. Eh bien, écoutez, c'est sur Sud Radio. On peut vous appeler, Brigitte, ou non? Au 0826 300 300. Et on peut vous poser toutes les questions qu'on a envie de vous poser. Exactement. Et vous y répondez systématiquement, j'allais dire sans ménagement. Sans tabou. Et sans tabou. Merci beaucoup. Merci, docteur. À très bientôt.